Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, en Guinée équatoriale, les électeurs ont rendez-vous le 24 avril pour élire le chef de l'État. En cette dernière ligne droite de campagne, nous verrons dans cette édition le portrait des candidats indépendants qui affrontent le président sortant, Teodoro Obiang Bazogo. L'ONU propose 3 options pour une nouvelle mission policière au Burundi. Il est question du déploiement d'une force pouvant aller jusqu'à 3000 hommes, l'envoi de 228 officiers de policiers unisiens ou alors d'un groupe de 20 à 50 officiers qui évalueront la police burundaise. 2,5 milliards de francs CFA collectés à l'issue d'une mobilisation populaire au Cameroun. Cette somme sera répartie entre les populations victimes des exactions de la secte nigériane Boko Haram et l'autre partie sera remise aux forces de défense. Élection présidentielle en Guinée équatoriale. La campagne se poursuit pour les 7 candidats en lice. Parmi eux, 3 candidats issus de partis politiques légalisés. Qui sont-ils? Quelles sont leurs ambitions pour le pays? Quelles sont leurs motivations également? Éléments de réponse à suivre dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. À l'absence de la Convention pour la démocratie sociale et les citoyens de l'innovation, 2 principaux partis de l'opposition, Teodoro Obiang Bazogo, le président sortant et candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale, affrontera 6 candidats. Dans la course au fauteuil présidentiel cette année, il y aura 4 candidats issus des partis politiques légalisés et 3 candidats indépendants. Qui sont-ils? Buenaventura Monsuya Soumou, le leader du parti de la coalition social-démocrate, le PCSD, Baboro, se présente pour la 2e fois au scrutin présidentiel. Carmelomba Bakale de l'Action populaire de Guinée équatoriale s'était quant à lui déjà présenté en 2009. Il prône le changement à la tête de l'État. Depuis la légalisation de mon parti jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés présents sur la scène politique. Nous ne pouvions faire autre chose qu'être candidats. Si je me suis présenté une seconde fois, c'est parce que le parti l'a voulu. Autre candidat, Avelino Mokacheme Henga. Il est bien connu de la vie politique équato-guinéenne pour avoir milité et dirigé l'Action populaire de Guinée équatoriale pendant 3 ans. Son parti politique, l'Union de centre droit, a été légalisé en 2015. Il se pose en défenseur de la démocratie et des libertés. L'Union du centre droit n'est pas un parti de la coalition du PDGE. Je ne fais pas partie de cette coalition. J'ai fondé ce parti avec la conviction d'être président de la République. J'aspire à la présidence de la République avec la conviction que j'ai la capacité de gouverner ce pays et redonner aux Équato-Guinéens une vie meilleure parce que le PDGE est un parti étouffé qui est à l'agonie et qui doit s'en aller. Les 3 candidats indépendants, Thomas Mba Monabang, Augustin Masoko Abege et Benedicto Obiang ont un point commun. Ils ont des partis en attente de légalisation et ont milité au sein de la diaspora équato-guinéenne. Pour rappel, la Convergence pour la démocratie sociale, la CPDS, l'une des principales forces politiques de la Guinée équatoriale, avait boycotté le scrutin, estimant que les conditions n'étaient pas optimales pour une élection fiable. Gabriel Obiang, quant à lui, a été écarté pour n'avoir pas vécu 5 années consécutives dans le pays, tel que le stipule la Constitution. L'actualité, c'est également l'éventuel déploiement de policiers au Burundi. L'ambition est ici d'apaiser les violences par le biais d'une collaboration entre le gouvernement burundais et l'Union africaine. Ce 15 avril, le secrétaire général de l'ONU a ainsi transmis un rapport au Conseil de sécurité dans lequel il préconise 3 options d'envoi de missions policières sur le sol burundais. On fait le point tout de suite avec Olivia Yérédobré. L'ONU propose de nouvelles options pour une mission policière au Burundi afin de protéger la population. Dans un rapport de 11 pages transmis au Conseil de sécurité le 15 avril 2016, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, propose 3 options pour une nouvelle mission policière de l'ONU au Burundi, dont il juge la situation précaire. La situation sécuritaire au Burundi demeure précaire, au point d'en être alarmante. Déployer une force au Burundi constitue la seule option qui pourrait fournir une certaine protection physique à la population. Cela aiderait à la mise en place d'améliorations concrètes et mesurables du respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Première option proposée par l'ONU, déployer une force de 3000 hommes sur le sol burundais afin de garantir la protection physique de la population. Deuxième option, envoyer 228 officiers de police onusiens pour travailler avec les responsables des droits de l'homme et peut-être les observateurs de l'Union africaine. Enfin, la troisième option consisterait à envoyer un groupe de 20 à 50 officiers qui évalueraient la police burundaise.
L'accord de Bujumbura pour des missions aussi importantes est à ce stade incertain. Le gouvernement burundais a déclaré à l'ONU être prêt à accueillir une vingtaine d'experts policiers non armés, mais opposés à une grande présence policière onusienne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est déjà allée très loin et qui nécessite, je dirais, une action d'urgence. Parce que j'ai le sentiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui au Burundi, on est au Rwanda en 1993 à la veille de ce qu'on a vu du génocide. Deuxième commentaire, c'est regrettable que ça ne soit pas quelque part l'Union africaine qui prenne l'initiative, parce que vous vous souvenez, l'Union africaine est née de l'échec de l'OIUA au Rwanda. Sur cette affirmation qu'on ne laissera plus se développer dans des États des situations de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide. Donc, je pense que l'Afrique doit quand même, avant qu'il ne soit trop tard, quelque part prendre ses responsabilités. Fin janvier 2016, l'Union africaine a renoncé à envoyer dans l'immédiat une force de maintien de la paix au Burundi face à la réticence de plusieurs chefs d'État africains et à l'opposition frontale du gouvernement burundais. Et ajoutons que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU dénonce la hausse des cas de torture au Burundi. Ces mauvais traitements dans les lieux de détention seraient en forte augmentation et seraient estimés à 345 cas depuis le début de l'année. Nouvelle attaque de Boko Haram au Nigeria. Le groupe terroriste a attaqué le nord du pays à Kareto dans l'état de Borno lundi matin. Selon l'armée, 2 kamikazes visés par les forces armées ont explosé. D'autres éléments de Boko Haram ont par la suite répliqué à l'artillerie lourde. Les troupes nigérianes ont été forcées de se retirer dans le village de Yimolo et un avion de chasse a été envoyé à Kareto. Aucun bilan n'a été pour l'heure établi. Et la persistance de la menace islamiste en particulier inquiète également les pays voisins. C'est le cas du Cameroun, lui aussi engagé dans la lutte contre Boko Haram. Une lutte qui se matérialise par une récidive armée, mais aussi financière. C'est en ce sens que plus de 2 milliards de francs CFA ont été collectés par le peuple camerounais pour contribuer à mettre fin à ce fléau. Les précisions de Corinne Camden. 2,5 milliards de francs CFA collectés par le peuple camerounais pour soutenir les efforts de lutte contre Boko Haram. C'est l'information majeure que René Emmanuel Sadi, président du comité interministériel ad hoc de gestion des dons destinés aux populations et aux forces de défense, a annoncé samedi 16 avril 2016 à l'issue de la 5e session du comité qui s'est tenue au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à Yaoundé, capitale du Cameroun. René Emmanuel Sadi a par ailleurs précisé la manière dont cette somme sera répartie. 1,5 milliard de francs CFA seront attribués aux forces de défense et de sécurité et 1 milliard ira aux populations de l'extrême nord, particulièrement affectées par la lutte contre la nébuleuse terroriste. C'est le chef de département du ministère de la Défense qui sera chargé de gérer dans les détails les modalités d'utilisation de ces fonds. Le peuple camerounais s'est levé pendant un moment comme un seul homme, essayant de donner sa participation, soit en nature. J'ai assisté plusieurs fois à l'acheminement des vivres qui partaient de leur point de stockage à la base aérienne 101 de Yaoundé vers le nord. Je sais qu'il y a un compte qui a été mis à disposition des donateurs. Et je sais qu'il y a une certaine transparence, un certain suivi. Je pense que c'est une répartition qui tient compte des réalités du terrain et puis des indicateurs que certainement les services du gouvernement ont pu transmettre à leur tutelle. Le comité interministériel ad hoc devra également régler les questions d'ordre logistique, telles que l'acheminement des dons en nature vers les populations vivant dans les zones les plus reculées du Cameroun. La location de camions pour de tels acheminements est onéreuse et les voies de communication sont à certains endroits en mauvais état. On n'a pas voulu contrarier le sentiment des Camerounais. Vous voyez, quand vous recevez, vous avez un paysan qui envoie 10 régimes de plantain au front. Eh bien, les acheminés coûtent bien plus cher que le plantain, mais ce geste d'amitié et puis de solidarité n'a pas de prix, au contraire. Ça a une forte valeur ajoutée sur le plan psychologique. Lorsque les soldats voient un paquet de sucre arriver, mais tiens, c'est les gars du Sud, c'est les paysans qui vous ont envoyé ça, c'est les Camerounais du Cameroun entier qui vous ont envoyé ça. Ça a un autre prix
autre prix sur le plan de vue psychologique. De nouveaux dons continuent d'être réceptionnés par le comité interministériel ad hoc qui poursuit ainsi son action. À savoir que le président de la République camerounaise, Paul Biya, qui en avril 2015 a créé ce comité, a apporté une contribution personnelle à la hauteur de 160 millions de francs CFA. Du sport à présent avec le début des matchs retour des huitièmes de finale de la CAF Champions League ce mardi et ce mercredi. TP Mazembe et le Wydad Casablanca se feront notamment face ce mercredi. L'équipe congolaise qui a été battue au match aller par le club marocain 2-0 doit aujourd'hui riposter et sortir le grand jeu à Lumumbashi. Le qualifié de cette double confrontation rejoindra la phase de groupe de la compétition alors que l'équipe éliminée sera reversée en huitièmes de finale bis de la Coupe de la CAF Orange. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.